Merci beaucoup à vous. Tout d'abord, je remercie Vocation Patrimoniale et l'UPM de nous permettre aujourd'hui de réfléchir sur une question très importante, qui est celle de la formation au métier du patrimoine dans le contexte méditerranéen, pour relever un défi qui est celui du tourisme. Pour quel développement touristique, pour quelle population et pourquoi finalement former au nouveau métier du patrimoine? Dans les années 70, on a eu l'apparition de ce qu'on appelait les phénomènes de tourisme de masse, tout autour de la Méditerranée. Aucun pays n'a été épargné. Il a été, je dirais, de décade en décade, mais enfin, il y a eu un raz-de-marée général sur les pays avec un tourisme que je dirais mal maîtrisé, en fonction d'un accroissement de la richesse du nord par rapport au sud et qui permettait à la classe moyenne finalement de voyager et de voyager, pourquoi pas, pour découvrir d'autres choses. Tout n'est pas pernicieux. Mais peu à peu, tout autour de la Méditerranée est apparue la destruction massive de sites patrimoniaux ou la consolidation de monuments grâce à la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO qui, Dieu merci, a permis de préserver un certain nombre de sites, mais tout ça sans aucune réflexion des populations locales, sans aucune association des populations locales, sans aucune réflexion des gouvernements. Et peu à peu, on s'est aperçu que si on ne réagissait pas, si la société civile ne réagissait pas, si les autorités ne réagissaient pas, on allait tout droit à la catastrophe. Alors, comment on a manifesté cette volonté de travailler mieux pour former tout d'abord des professionnels? C'est en prenant des expériences qui existent déjà dans notre pays, en essayant de les adapter à la demande des gouvernements locaux, et je prendrai 3 exemples. Le premier est celui de la création d'un centre de formation au métier du patrimoine à Rabat, au Maroc, avec l'École nationale d'architecture du Royaume du Maroc, qui permet de former un certain nombre de stagiaires venant déjà architectes, venant de plusieurs pays du Maghreb, pour essayer de faire en sorte que ces architectes, qui sont des architectes privés, qui n'ont pas la connaissance ni le savoir du patrimoine ancien, de pouvoir les former à un patrimoine qui est celui de la Médina, au patrimoine ancien, pour faire en sorte d'éviter que les patrimoines ne soient complètement disneylandisés. Quelqu'un a employé le mot disneylandisation tout à l'heure. On arrive, j'ai rien contre les riads, mais on est dans le phénomène riad complet, et pour éviter tout ça, pour rechercher les critères d'authenticité, de côté, je dirais, véridique, que les pays signataires des conventions doivent respecter. Donc ça, on a un pôle très puissant maintenant au Maroc qui permet justement de répondre à la formation au métier du patrimoine. Et le centre d'excellence qui développe cette formation est l'école de Chaillot, qui est intégrée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Mireille Gruber devait être là aujourd'hui, mais malheureusement elle ne peut pas. Donc c'est grâce à cette école de Chaillot, qui intervient d'ailleurs bien ailleurs, elle intervient aussi en Indochine, au Cambodge, et elle nous permet donc de former ces élites marocaines, mais aussi des autres pays voisins, pour pouvoir justement répondre à ce défi. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, ça a un effet sur le secteur privé, puisque un pôle qui est en train de se développer à Rabat veut avoir les fruits de l'expérience de l'institution publique et nous demande de l'aide. Donc c'est un pôle qui est développé en ce moment par Odildec, et on va travailler avec Odildec, célèbre architecte, sur cette question, sur le pôle de Rabat. La deuxième expérience a lieu en Syrie, toujours avec l'école de Chaillot. Là, il s'agit d'un cours, toujours dispensé à des architectes des PLG, qui forment les architectes de la région. C'est le cours de Damas. Et ce cours de Damas permet, là encore, grâce à l'intervention du ministère de la Culture français, des Affaires étrangères et toujours de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, de former une quinzaine d'architectes par an au patrimoine pour éviter que l'île... c'est pas la même perspective, là, architecturale. On est dans un autre milieu, on est dans un autre monde, que ces villes ne connaissent à leur tour une démolition complète ou une non prise en considération du patrimoine ancien. Ça, si vous voulez, donc 2 pôles équilibrés. La troisième expérience, alors là, elle se fait sur la rive nord de la Méditerranée.
dans un lieu qui est terra incognita sur la carte, pratiquement, puisque personne n'en parle jamais. Ça existe encore. C'est l'Albanie, c'est la Bosnie-Herzégovine, c'est la Serbie, et c'est aussi le Monténégro. Et grâce au Conseil de l'Europe, grâce au Comité du patrimoine et du paysage, nous formons dans un programme qui s'appelle Programme d'assistance technique aux pays du Balkan en matière tourisme et patrimoine, les professionnels de demain, parce que la Croatie est un pays touristique par excellence. Le Monténégro le sera demain, cette île attirera certainement des gens. Quant à l'Albanie, elle attire de plus en plus des touristes attirés par des valeurs, je dirais, d'authenticité, de paysage et autres. Bon. Alors là, on est dans une problématique qui est d'établir un dialogue constant de création d'états de droit sur des problématiques qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, dans des pays qui étaient, vous l'avez très bien dit madame tout à l'heure, dans des pays où il faut continuer à avoir une gouvernance partagée, c'est-à-dire une gouvernance entre la société civile et les pouvoirs publics pour établir justement un dialogue réel avec les professionnels, pour que les professionnels ne soient pas simplement dans le mercantile, mais soient un petit peu, j'aime pas ce mot, mais sensibilisés à la qualité patrimoniale, et pas simplement à la quantité, mais la quantité, de toute façon, on n'y échappera pas. Malheureusement, la quantité, elle sera toujours là, ça fait partie des choses. Et ça, si vous voulez, le Conseil de l'Europe a son rôle à jouer. Et je dois dire qu'une organisation qui est membre aussi observatrice du Conseil de l'Europe, qui est l'Alexo, a son grand rôle à jouer. Et je tiens à saluer d'ailleurs M. Benachour et Mme Chafferdine, Mme Chafferdine ayant contribué au succès de ces journées. Je vois, voilà, je tiens à saluer aussi le professeur Béchaouch, qui est toujours membre de l'Institut, qui est toujours avec nous pour parler avec brio, comme il l'a fait ce matin, de ces questions très importantes. Alors, pour conclure, c'est dire que des petites expériences locales, mais bien établies, Maroc, Syrie ou nord de la Méditerranée, peuvent produire la formation d'élites de demain pour éviter que des pans entiers de villes monumentales soient complètement détruites. Voilà, c'était tout ce qu'on voulait dire. Puis il y a l'expérience de l'Institut national du patrimoine qui forme aussi des conservateurs, des archéologues et des restaurateurs. Mais on n'a pas le temps d'en parler et je vous remercie beaucoup. Au moins on en a parlé. Merci Bruno Favel, merci beaucoup.